Salut les loulous! Donc on revient aujourd'hui pour le TD numéro 5 de maths. Alors encore une fois, c'est un live qui va être enregistré, mais comparé à la dernière fois, on mettra pas juste une pause entre chaque exercice et vous mettez sur pause vous-même. On va laisser le temps indiqué, comme ça on pourra répondre à vos commentaires tout le long et après on sera pas obligé d'aller dans les commentaires, on restera dans le chat. Voilà. Je vous laisse un petit peu de temps pour admirer ce magnifique photomontage de nous en un. Et on va passer à l'exercice 1. Donc l'exercice 1, c'est un exercice que vous deviez faire en autonomie, comme ça on gagne un peu de temps. Donc on passe directement à la correction. Donc c'était un exercice de lecture de courbes exponentielles. Donc d'abord, il fallait trouver la valeur de la pente. Donc pour trouver la valeur de la pente dans notre cas, on n'utilise pas la formule de base qui est pente égale yb moins ya sur xb moins xa, qui est la formule générale pour trouver une pente, celle que vous utilisez depuis le lycée. Mais vu qu'on est dans le cas d'un graphique semi-logarithmique, il ne faut pas l'oublier. Et donc on va prendre dans notre calcul que l'axe des ordonnées est logarithmique. Donc on utilise la formule pente égale à log de yb moins log de ya sur xb moins xa. Ensuite, on va regarder dans notre tableau les valeurs pour trouver nos x et nos y. Donc d'abord pour xa, donc on va avoir... Attendez, je vais mettre là, le pointeur. Là, on regarde pour 0. Et là, c'est 1250. C'est une valeur qui est donnée dans l'énoncé. On nous dit qu'il y a 1250 bactéries mises dans la boîte de pétri. Donc c'est là que vient ce chiffre. Et c'est au moment 0. Donc c'est xa égale à 0. Et ya égale à 1250. Ensuite, on va regarder un autre point pour essayer de déterminer notre valeur. Donc là, on voit que pour x égale à 6, on a l'impression de tomber sur une bonne valeur. Donc on va compter. Alors attention, c'est logarithmique. Là, c'est pas 1000, puis 1001, puis 1002. C'est 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10 000. Et attention, c'est pas 10 100, c'est 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, etc. jusqu'à 100 000. Et à ce moment-là, bah, c'est pareil, ce sera pas 100 100, ce sera 200 000, etc. etc. C'est logarithmique, donc c'est une façon différente de compter. Donc il faut vraiment faire attention à ne pas se piéger. Après, quand vous arriverez là, si vous avez compté en mode 1000, 1100, vous vous souviendrez qu'en fait, bah, c'est pas ça, puisque là, vous êtes déjà à 10 000. Donc ça vous aide, mais il faut vraiment faire attention à bien compter ici. D'abord, on va de 1000 en 1000, puis après, arriver à 10 000, on va de 10 000 en 10 000, puis arriver à 100 000, on va de 100 000 à 100 000. Donc, pour x égale à 6, on regarde, on a 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000. Donc on a environ, xb égale 6 et yb égale à 8000. Donc on calcule la pente, donc log de 8000 moins log de 1250 sur 6 moins 0. Et ça nous fait 0,134 jours moins 1. Donc la pente est de 0,134 jours moins 1. Donc ensuite, il faut trouver la valeur de la constante. Donc pour trouver la valeur de la constante, on utilise la formule y égale ln de yb moins ln de ya sur xb moins xa. Attention, la formule, elle va beaucoup ressembler à celle de la pente, mais c'est pas la même. Pour la pente, c'est log, alors pour la constante, c'est ln. En prenant les mêmes chiffres que tout à l'heure, donc 6 et 8000 et 0 et 1250, on trouve y égale à 0,309 jours moins 1. Donc la valeur de la constante est de 0,309 jours moins 1. Par contre, si vous avez oublié la formule là, vous pouvez la retrouver à partir de la formule de la croissance exponentielle. Nt égale à 0 fois exponentielle de t fois y. C'est quelque chose que vous voyez à peu près en biophysique, sauf que vous, souvent, c'est des décroissances. Donc il y a un moins ici, mais sinon c'est la même s'il y a une croissance, vous enlevez le moins. Et en bougeant tout, on peut tomber sur y égale ln de nt sur n0 sur t.
ce qui en soi revient à ln de nt moins ln de n0 sur t, puisque c'est dans la formule, et on tombe bien sur le même chiffre, 0,309 J-1. Ensuite, après 20 jours, le nombre de bactéries sera-t-il supérieur à la moitié du carré de 1000? Donc pour calculer le nombre de bactéries à 20 jours, on utilise la formule, celle-là, celle qu'on peut donner juste avant. Donc on fait n0, donc 1250, fois exponentielle de 20, le nombre de jours, fois 0,309, la constante. Ça nous fait 603 740 bactéries au jour 20. Et ensuite, il faut voir si c'est supérieur à la moitié du carré de 1000. Donc on calcule. Donc on fait 1000 au carré sur 2, ça nous fait 500 000, pardon. Et donc c'est bien supérieur. Donc au bout de 20 jours, le nombre de bactéries sera supérieur à la moitié du carré de 1000. Voilà. Je vous laisse avec l'exercice 2. Donc vous avez environ 5 minutes pour le faire. Des bisous. On revient juste après. Donc, on va pouvoir passer à la correction de l'exercice 2. Alors là, on était en présence de nains, Grincheux et les autres nains. Et donc, on faisait une étude pour savoir s'il y avait un lien avec la survenue d'un événement traumatisant dans l'enfance des Grincheux et le fait qu'ils soient Grincheux en fait. Donc, du coup, pour ça, on prenait 200 Grincheux et on voyait que sur 200 Grincheux, 150 avaient vécu un événement traumatisant. Et sur les autres nains, il y en avait 200 aussi, et là on voyait qu'il n'y en avait que 39. Donc du coup, quand vous êtes face à un énoncé comme ça, il va falloir déterminer de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on vous demande. Donc là, on était dans le cas de personnes qu'on prenait à un instant T, donc les grincheux, les non-grincheux, qu'on va pouvoir dire les malades et les non-malades. On va dire que les grincheux, c'est les malades et les autres, c'est les non-malades. Et en fait, à un instant T, on cherchait à savoir si dans leur passé, il y avait eu tel ou tel événement. Donc là, on est dans le cas d'une étude où on remonte dans le passé pour savoir s'il y a un événement. Donc on sait que c'est une étude cas témoin, parce qu'on remonte dans le passé. Contrairement à une étude de cohorte où on, on va dans le futur en fait, un peu. Donc là, on avait des malades et des non-malades. Donc les malades, c'est les cas, ceux qu'on a choisis. Et les non-malades, c'est les témoins, qu'on a également choisis. Et donc, on remonte dans leur passé, d'où le sens des flèches. C'est donc, ah oui, pour savoir s'il y a une exposition ou non à un facteur, c'est donc une étude, enfin une évaluation rétrospective, parce qu'on va dans le passé. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une étude cas témoin. Donc, maintenant, on va pouvoir dresser le tableau de contingence et calculer les codes d'exposition chez les cas et chez les témoins. Donc, là, on va reprendre la phrase clé de notre énoncé où on avait toutes les données. Donc sur 200 grincheux, 150 avaient vécu un événement traumatisant et 39 chez les autres nains. Donc on récapitule ces données dans un tableau de contingence. Donc voilà le tableau de contingence d'une étude cas témoin. Donc il se fait en colonne avec A, B, C, D. Voilà. Donc là, on relève les informations. Donc on avait 200 grincheux. Donc le total de cette colonne des cas, c'est 200. Sur 200 grincheux, 150 avaient été exposés à un événement traumatisant. Donc ça va être A. Du coup, par déduction, on sait qu'il y a 50 grincheux qui n'ont pas été exposés à un événement traumatisant. On fait pareil pour les non-grincheux, nos témoins. Donc il y avait également 200 nains et il y en avait 39 qui avaient vécu un événement traumatisant et donc par différence 161 qui n'avaient pas vécu d'événement traumatisant. Donc pour compléter le tableau, on fait le total ligne, donc 189 exposés et 211 non exposés et le total 400. Voilà donc le tableau de contingence. Maintenant avec ces données, on va pouvoir calculer les codes d'exposition. Donc chez les cas, la cote d'exposition, c'est le rapport de A sur A plus C sur C sur A plus C. Donc on obtient ça, et ça nous fait une cote d'exposition chez les cas de 3. Chez les témoins,
c'est la même formule, mais avec le rapport donc, des témoins. Donc B sur B plus D sur tout ça sur D sur B plus D. Donc on obtient ça quand on remplace par nos valeurs et on obtient une cote d'exposition des témoins de 0,24. J'espère que vous avez trouvé ça. Et donc, avec ces codes d'exposition, enfin elles ne vont pas servir en soi à quelque chose tout de suite, c'est juste qu'elles vont servir à calculer la suite. Donc là, on vous demandait si on pouvait calculer un risque relatif ou un odds ratio. Donc vous avez la réponse à la question qu'il y en a un qu'on ne peut pas utiliser, mais il faut savoir lequel et pourquoi. Donc là, on est dans le cas d'une étude cas témoin. Donc il n'y a pas de calcul de prévalence ou d'incidence possible, puisque c'est nous qui avons choisi le nombre de cas et le nombre de témoins qu'on voulait. Donc ce n'est pas du tout représentatif de la réalité. C'est moi, j'ai voulu mener mon étude, j'ai pris 200 grincheux. Ça ne veut pas dire que dans la réalité, il y a 200 grincheux et 200 autres. C'est pour ça qu'on ne peut pas calculer de prévalence. Et comme le risque relatif se calcule par rapport, en faisant le rapport des incidences, ben on peut pas on peut pas calculer de prévalence ou d'incidence, donc on ne peut pas faire de risque relatif. Donc dans le cas d'une étude cas témoin, on ne peut que calculer l'odds ratio, aussi appelé le rapport des cotes. Donc du coup, la formule du rapport des cotes ou de l'odds ratio, c'est la cote d'exposition des cas sur la cote d'exposition des témoins. Dans votre cours, vous avez toute l'explication, et en fait, quand on fait la simplification, ça revient à faire A fois D sur B fois C. Donc, à la limite, si vous connaissez ça, vous n'avez même pas forcément besoin de savoir, enfin de passer par le calcul des codes d'exposition si c'est pas demandé dans votre QCM. Vous pouvez directement calculer ça si on vous demande juste ça. Donc, on remplace par les valeurs 150 fois 161 sur 39 fois 50 et on obtient un odds ratio de 12,38. Ça, par contre, ça va pouvoir être plus interprétable déjà. Donc, ah oui, donc voilà, vous voyez, magnifique photo. Au cas où vous ne le savez pas, c'est Antonote Grincheux. Est-ce étonnant? Peut-être un peu, mais pas trop quand même. Donc là, du coup, je vous donnais un moyen mnémotechnique pour les cas témoins. Donc c'est le moyen castor, le castor plonge. Donc castor, les premières lettres cast, donc K témoin, or, odd ratio, pour se souvenir que c'est K témoin qui fait un odd ratio. Et le castor plonge, parce que quand on fait les calculs, l'odd ratio c'est AD sur BC, donc A fois D, comme ça, il plonge, sur B fois C. Voilà, donc j'espère que ça vous aidera à retenir. Et si vous connaissiez déjà, tant mieux. Donc, la survenue d'un événement traumatisant rend-il les grincheux au risque 5%? Donc du coup, là, on cherche à calculer un intervalle de confiance à 95%, parce que comme on cherche au risque 5%, enfin le risque 5%, c'est qu'on conclut l'inverse de ce qui est vrai. Donc là, l'intervalle de confiance, ça va être là où on peut se trouver, donc dans 95% des cas. Donc pour cela, on va utiliser le Ki2 de Mantel Ansel. Désolée pour la prononciation. Donc le Ki2, donc il va nous servir pour ça. Donc la formule c'est AD moins BC au carré fois le total moins 1 sur total ligne, les deux totaux de ligne et les deux totaux de colonne. Donc du coup, on remplace par les valeurs, voilà, ça donne une belle équation, et on obtient un Ki2 de 123,27. Et ce Ki2 va nous servir donc pour calculer l'intervalle de confiance avec la formule de Miettinen. Donc la formule de l'intervalle de confiance, c'est l'odd ratio à l'exposant 1 plus ou moins en fonction de la borne inférieure ou de la borne supérieure. Donc plus ou moins 1,96 parce que là on est dans le cadre d'un risque d'erreur de 5%. Si on a un risque d'erreur de 1%, c'est pas 1,96, ça change. Donc du coup j'en étais à 1 plus ou moins 1,96 sur racine du Ki2 qu'on vient de calculer. Donc on remplace par les valeurs et on trouve un intervalle de confiance d'une borne inférieure de 7,94, borne supérieure 19,30. Voilà. Donc ça veut dire quoi? La conclusion c'est que là on a une association significative facteur de risque. En gros ça veut dire que
dans notre intervalle de confiance, pardon, 1 n'est pas compris. Si 1 est compris dans l'intervalle de confiance, oui, ça veut dire qu'il n'y a pas d'association entre, donc là dans notre cas c'est la survenue d'un événement traumatisant et le fait que on soit grincheux. Ça voudrait dire qu'il n'y ait pas d'association. Là, le 1 n'est pas compris, donc il y a une association. Comme c'est supérieur à 1, ça veut dire que c'est un facteur de risque. Ça veut dire que comme ils ont vécu un événement traumatisant dans leur enfance, ils ont plus de risques de devenir grincheux plus tard. Et donc voilà. Et là, on peut même ajouter que l'odd ratio est fort parce que l'odd ratio est fort parce qu'il est supérieur à 2. Et pour les gens qui se poseraient la question au cas où, là, c'est l'interprétation d'un risque relatif, mais il est bien dit dans votre cours que même si on ne calcule pas de risque relatif pour les cas témoins, l'odd ratio s'interprète comme un risque relatif. Donc c'est le même, on peut utiliser on utilise la même façon de conclure pour un odd ratio ou un risque relatif. Donc voilà. Donc voilà, vous allez pouvoir faire l'exercice 5. Alors, coucou tout le monde, on va corriger l'exercice 3. Donc, prof doit-il apprendre à twerker? J'imagine que c'est une question que vous vous êtes souvent posée. Du coup, voilà, on va y répondre ensemble maintenant. Alors, partie 1, donc ça va être surtout une partie court, en fait. Donc, remplissez le schéma. Donc, on va remplir le schéma. Donc, on va expliquer ce schéma maintenant qu'il a été rempli. Alors, on vous montrait en dessous, vous avez la durée de l'épreuve. Hop, durée de l'épreuve, et on montre que l'étude, pardon, pas l'épreuve, que l'étude, elle commence au début de l'exposition, en fait, au moment où on sait que ces gens-là sont exposés à ce moment-là, et on les suit dans le temps. C'est pas comme une étude rétrospective, où là, on va voir que les gens, qu'il y a un événement, par exemple, l'événement, ça peut être ces personnes sont atteintes d'un cancer des poumons. Donc il y a des personnes atteintes d'un cancer du poumon. On va regarder dans leur passé si s'ils ont fumé, par exemple, de la cigarette. Là, non, c'est pas ça. Là, on regarde, à ce moment-là, les gens sont exposés. Et on va les suivre dans le temps. C'est une étude longitudinale, c'est pour ça qu'on calcule une incidence. Et donc c'est une étude longitudinale, on va regarder dans le temps si ils vont finir par, dans ce cas-là par exemple, développer un cancer. Donc là, on sait qu'à ce moment-là, ils fument. Est-ce que dans 10 ans, ils développent un cancer? Et pas, ils ont un cancer. Est-ce qu'il y a 10 ans, ils fumaient? Voilà, je sais pas si, j'espère que vous voyez la différence. Donc c'est une étude prospective. Donc de quel type d'étude s'agit-il en gros? Donc c'est une étude de cohorte. Une étude rétrospective, c'est une étude cas témoin. Une étude prospective, c'est une étude de cohorte. Donc ce que je vous disais, on observe au cours du temps la survenue ou non d'un événement. C'est une étude prospective de type longitudinal. Et donc ce que je vous disais, si on avait regardé dans le passé s'il y avait une exposition à un facteur, ça aurait été une étude cas témoin. Donc là, les mots mêlés. Donc là, les mots mêlés, c'est surtout histoire que vous fassiez un peu au vocabulaire autour des études de cohorte. Donc là, dans notre cas, il se trouve, hop, je vous les mets tous, qu'ils étaient tous dans le même sens. Donc là, c'était un peu moins long que le premier TD, où là, je vous en avais fait un qui était très très long, il y avait plein de mots. Donc là, normalement, il devait être un peu plus simple, un peu plus rapide. Donc voilà, c'est surtout voilà, pour le vocabulaire. Alors, la partie 2. Emma Cléo, elle est sur les jantes. Alors, j'espère que vous avez la ref, parce qu'il n'y a pas grand monde qui l'a eu, dans ceux à qui j'ai demandé, qui l'ont eu. Ouh là là là. En gros, je cherchais un jeu de mots à faire avec Emma, et il se trouve que ça, c'est une phrase qui est dans la chanson Bande organisée. Donc voilà. Donc pendant que vous me jugez, on va lire l'énoncé. Donc, prof en a marre, depuis quelque temps il ne trouve plus ses pierres précieuses préférées quand il va travailler à la mine. Pourtant, il sait que la mine en est encore remplie puisqu'il a vu plusieurs autres nains ramener des sacs entiers de ces fameuses pierres, des émeraudes. Il s'agit de pierres dans lesquelles on aperçoit, si on regarde attentivement, la tête d'Emma, sa tutrice de maths préférée. Donc ça, c'est beaucoup de blabla, voilà. C'est pas spécialement très utile, ça peut vous faire sourire peut-être, ou pas, mais sinon non. Il décide d'observer les autres nains pour connaître leurs secrets. Donc, hop, on va passer là. On vous dit de faire un tableau de contingence. Donc là, c'est la partie là que j'ai pas lue, que je vais lire maintenant, qui est surtout intéressante. Donc il remarque que sur les 200 nains de la mine,
Donc, le total, tous les 220 de la mine, il y en a 120 qui twerkent systématiquement avant de rentrer dans la mine. Donc le fait de twerker, c'est l'exposition. En fait, ils ont été exposés à un facteur, le facteur twerker avant d'entrer. Donc 120. Et parmi nos twerkers, donc parmi les exposés, 87 rapportent très régulièrement des émamrodes. Donc ça, c'est l'événement, trouver des émamrodes. Parmi les autres, hop, donc les non-fun, seuls 12 arrivent à en ramener régulièrement. Donc parmi les non exposés, donc ceux qui ne twerkent pas avant d'entrer dans la mine, il y en a 12 qui retrouvent des émamrodes. Donc après, vous pouvez continuer à remplir votre tableau. Vous voyez bien que 12 plus 87, 99, 200 moins 99, 101, 200 moins 120, 80, 120 moins 87, 33, et 80 moins 12, 68. Hop, donc normalement pour le tableau de contingence, tout est bon. On va commencer par placer les nombres, donc ça c'est ce que je vous disais, c'est les calculs, en gros réécrits ici. Donc, quel est le risque ou la chance de trouver des émamrods si on twerk systématiquement avant de rentrer dans la mine? Donc déjà, on sait que c'est une étude de cohorte parce qu'en gros, ils regardent le matin, est-ce que cette personne twerk avant de rentrer? Et après, ils regardent s'ils ont trouvé des émamrods. Il est pas allé voir des nains qui avaient trouvé les émamrods pour leur demander, est-ce que tu as twerké avant? Non. Hop, donc on calcule les incidences. Donc l'incidence cumulée des exposés et l'incidence cumulée des non exposés. Donc votre incidence cumulée des exposés, c'est votre A sur votre A plus votre B. Vous remplacez par les données de votre énoncé, vous trouvez 0,725. Ensuite, vous calculez votre incidence cumulée des non exposés, et donc là c'est C sur C plus D, et donc vous trouvez 0,15 en remplaçant avec les données de l'exercice. Donc ensuite, après ça, on peut calculer le risque relatif. Et donc vous faites le rapport entre les incidences, et vous trouvez donc 0,725 sur 0,15, 4,83. Et donc ce 4,83, il signifie qu'il y a 4,83 fois plus de risques, donc dans notre cas, c'est plutôt de la chance, de trouver des émamrodes si on twerk avant de rentrer dans la mine. Est-ce que cette association est significative? Donc pour savoir si l'association est significative, on va calculer l'intervalle de confiance à 95%. Si on ne vous le demande pas, c'est 95% de toute façon. Donc, on commence par calculer le qui de Mantel-Hansel. Donc là, je vous avais déjà fait là une correction sur une colle, je crois, avec cette formule. Donc là, je vous redis la même chose, hein. C'est une formule qui est un peu imbuvable quand on la voit comme ça, mais à force de la pratiquer, vous la ferez très naturellement. Donc c'est A fois D moins B fois C, le tout au carré, fois votre total moins 1 sur C1 fois C0 fois L1 fois L0. Vous remplacez par les données de l'énoncé et vous trouvez 63,2. Et donc maintenant, on peut calculer l'intervalle de confiance à 95%. Donc votre formule, c'est votre risque relatif à l'exposant 1, donc plus ou moins, 1,96. Votre 1,96, c'est parce que vous voulez à 95%, sur racine de votre qui de Mantel-Hansel. Vous remplacez par ce que vous avez trouvé, et vous trouvez un intervalle de confiance entre 3,27 et 7,13. Et donc maintenant, grâce à cet intervalle de confiance, on va pouvoir déduire plusieurs choses. Alors, déjà, le 1 n'appartient pas à l'intervalle de confiance. Donc on peut dire qu'il y a 95% de chances pour que l'association soit significative. Donc c'était la question. L'intervalle de confiance, il est supérieur à 1, c'est un facteur de risque. Donc si ça avait été inférieur à 1, c'est un facteur protecteur. Et donc, on peut dire aussi que votre risque relatif est supérieur à 2, donc on considère qu'on est dans le cas d'un risque fort. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes ici, dans cette situation-là. 1 ne fait pas partie de l'intervalle, donc vous pouvez éliminer ce là. Et il est supérieur à... Et donc l'intervalle en lui-même est supérieur à 1. Donc facteur de risque, et non pas un facteur protecteur. Et donc pour conclure, on va donc pouvoir dire que Prof va devoir apprendre à twerker s'il veut avoir plus de chances de trouver des émamrodes, et en plus le fait de twerker ça pourra peut-être lui permettre de pécho Blanche-Neige. Après il peut aussi utiliser les émamrodes, mais bon ça on va lui laisser le choix. Bon voilà, donc je vous fais des gros bisous, et je vous laisse avec l'exercice 4. Salut! Salut tout le monde, donc maintenant on va passer à la correction de l'exercice 4. Donc là on revoit ce super photomontage. Question 1. Quel test doit-on utiliser? Vérifier les conditions d'application.
Donc, dans la réalisation d'un test, la première étape, c'est de choisir le test. Pour ça, on doit savoir si on est dans le cas de moyenne ou de proportion. Ici, on a deux distributions au début, de prof et simplet. Et on va avoir des proportions de ce qu'ils auront mangé. Donc on va avoir ici deux proportions et pas des moyennes. Donc elles sont observées au théorique. Ici, elles sont toutes les deux observées. Indépendantes ou appareillées, on est dans le cas de proportion indépendante car il y a deux personnes différentes. Le test utilisé sera donc un test d'équilibre d'indépendance, mais pour ça, on doit d'abord vérifier les conditions d'application, qui sont les effectifs attendus CIJ supérieurs ou égal à 5. On va d'abord calculer les effectifs attendus avec la formule total ligne fois total colonne sur total général. Donc, on va faire ça pour chaque case. Et donc, les effectifs attendus calculés sont marqués en bleu là. Donc, on va prendre un exemple. Le nombre de fromages mangés par prof, ici. Donc, on va avoir le total de la ligne, 25, fois le total de la colonne, 19, sur le total général, 47. On trouve un effectif attendu de 10. Donc, voilà. On fait ça pour chaque case. Et on remarque que tous les effectifs attendus en bleu sont supérieurs ou égaux à 5. Donc les conditions de l'application sont respectées. Question 2. Définissez les hypothèses H0 et H1. Donc ça, c'est l'étape 2 dans la réalisation d'un test. On doit savoir d'abord si on est dans une situation bilatérale ou unilatérale. D'après l'énoncé, on cherche à savoir si prof et simplet ont mangé des quantités de nourriture différentes. Donc on cherche à savoir si les proportions sont différentes. Il n'y a pas de notion de consommation supérieure d'un par rapport à l'autre. C'est vraiment, on cherche à savoir si les proportions sont différentes. Donc c'est une situation bilatérale. On va avoir l'hypothèse nulle H0, les répartitions sont identiques. Et l'hypothèse alternative H1, les répartitions diffèrent pour au moins une des modalités. Par exemple, on va dire le fromage. Question 3. Calculez le qui de calque et le qui de seuil, puis concluez. Donc l'étape 3, c'est d'abord calculer la valeur du test. La valeur du test, qui de calque, on utilise la formule du qui de l'indépendance. Donc, qui de calque est égal à la somme pour chaque modalité de l'effectif observé moins l'effectif attendu, le tout au carré, divisé par l'effectif attendu. Donc on fait ça pour chaque modalité dans les deux distributions et on trouve un qui de calque de 1,592. Maintenant, l'étape 4, c'est la recherche du seuil. Pour obtenir le qui de seuil, on doit connaître le risque alpha, qui est de 2%, et le nombre de degrés de liberté NDDL, qui s'obtient avec la formule NDDL, le nombre de colonnes moins 1 fois le nombre de lignes moins 1. Le nombre de colonnes, c'est le nombre de modalités. Le nombre de lignes, c'est le nombre de distributions. Ici, on a 3 modalités, donc 3 colonnes, et 2 distributions, 2 lignes. Donc, on trouve un DDL de 2. Maintenant, on va pouvoir chercher dans notre table de notre qui de seuil. Pour alpha égale 0,02, NDDL égale à 2, et on trouve du coup un qui de seuil de 7,824. Donc maintenant, on va pouvoir conclure. Notre qui de calculer la valeur du test est égale à 1,592, soit elle est inférieure au qui de seuil qui est de 7,824. Donc, on ne rejette pas H0, mais on ne peut pas dire non plus qu'on l'accepte. On ne peut pas vraiment conclure. Donc là, c'était tout pour la correction de l'exercice 4. J'espère que ça allait. Donc maintenant, je vais vous laisser avec l'exercice 5.
Salut à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Donc on va corriger l'exercice 5. Donc là dans cet exercice, on remarque en fait qu'on avait donc prof qui mène une enquête auprès des 7 nains et de leur époux ou épouse et qu'il essayait de voir l'association en fait entre donc le fait d'aller et de travailler à la mine et d'obtenir et d'avoir un cancer en fait au niveau des poumons. Donc là, il faut remarquer déjà de suite donc, tous les chiffres qu'on vous donne. Donc là, on a 7 nains qui travaillent à la mine, et parmi eux, il y en a 4 qui ont le cancer, alors que parmi les 7 autres nains qui ne travaillent pas à la mine, on a seulement 2 cancers. Donc là, on voulait savoir donc, le risque d'avoir un cancer au poumon, si le risque d'avoir un cancer au poumon était supérieur lorsqu'on travaillait à la mine, ou lorsqu'on travaillait à la mine, au risque donc alpha 10%. Donc la première question, il fallait identifier donc, le test à utiliser. Donc ici, le choix du test. Donc on comparait des proportions, puisqu'on avait, donc voilà, on avait 4 nains qui avaient un cancer sur 7 lorsqu'ils travaillaient à la mine. Donc on avait 4 sur 7. Et qu'on opposait un peu à 2 sur 7, qui étaient les nains qui ne travaillaient pas à la mine, mais qui avaient quand même un cancer au poumon. Donc toutes ces proportions sont observées, puisque voilà, c'est le nain prof qui mène son enquête auprès de son entourage et ils sont indépendantes parce qu'en fait on considère en fait, qu'il n'y a aucun lien entre les nains, donc il y a 7 nains d'un côté, 7 nains de l'autre, il n'y a pas un rapport entre les deux, il n'y a pas un nain qui travaille à la mine et qui ne travaille pas en même temps, donc c'est soit les nains qui travaillent à la mine, soit les nains qui ne travaillent pas, donc c'était deux proportions indépendantes. Donc on compare des proportions observées entre elles, donc dans le cas de séries indépendantes, et donc le test à utiliser ici, ça va être un test du qui2. Or, donc pour savoir dans quel Ki2 utiliser, donc ça c'est les nouveautés de cette année, on a 3 tests du Ki2 et il faudra bien faire attention, suivant les conditions de validité, lequel est le plus approprié à être utilisé. Donc pour savoir d'abord, il fallait calculer dans les effectifs théoriques, et avec nos effectifs théoriques, on sait donc quel test utiliser en fonction de nos effectifs théoriques. Donc les effectifs théoriques doivent être calculés, donc c'est total ligne fois total colonne sur total général en fonction de notre tableau qu'on verra après. Donc ça c'est vraiment une formule à connaître pour le Ki2. Donc là on reprend l'énoncé, donc parmi les 7 nains qui ont la mise, ce que je vous disais tout à l'heure, donc 4 sont atteints d'un cancer au poumon, alors que les 7 qui n'y travaillent pas, seulement 2 sont atteints de ce cancer. Donc on fait le tableau suivant. Donc, donc 4, c'est le nombre de nains qui travaillent à la mine et qui ont un cancer. 3, ils n'ont pas de cancer et travaillent à la mine. Donc on avait 7 nains qui travaillaient à la mine. Sur les 7 nains qui travaillaient pas, qui avaient un autre travail, qui ne travaillaient pas à la mine du coup, donc 2 avec un cancer. Et donc 5, donc 7 moins 2, ça fait 5 qui n'ont pas de cancer. Donc on fait le total ici. Donc 4 plus 2, 6, 3 plus 5, 8. Et donc on avait un total général de 14. Donc pour nos effectifs théoriques. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc une formule à bien connaître, total colonne fois total ligne sur total général. Donc là on avait total ligne, donc 7 fois 6 parce que c'est le total de la colonne ici, sur le total général. Donc on fait ça pour dans chaque case. Donc ici, donc l'effectif théorique de travailler à la mine et d'avoir un cancer c'était de 3. C'était exactement pareil pour avoir un cancer sachant qu'on ne travaillait pas à la mine, 3 aussi. 4 pour ne pas avoir un cancer et travailler à la mine, et 4 aussi, avoir un cancer, pas avoir de cancer, pardon, et avoir un autre travail. Donc, bien penser à cette formule, total ligne fois total colonne sur total général. Donc, une fois qu'on a nos effectifs théoriques, on s'aperçoit en fait que nos effectifs théoriques sont compris entre 5 et 3, donc 3 ou 3 inclus, et donc on utilise, donc, lorsque nos effectifs théoriques sont inférieur à 5 et supérieur ou égal à 3, c'est le test du Ki2 corrigé de Yates. Donc ça, c'est bien à savoir par cœur. Donc on voit bien que 3 et 4, donc c'est bien entre 3 et 5. Donc ensuite, il fallait donner les hypothèses. Donc l'hypothèse nulle H0 s'exprime sous forme d'une absence d'association. Donc lorsqu'on a un Ki2, H0 c'est vraiment une absence d'association. Du coup, qui dit absence d'association dit que les proportions sont identiques. Donc H0, les proportions sont identiques. H1, les proportions de cancer lorsqu'on travaille à la mine est supérieure à celle lorsqu'on ne travaille pas. Donc ici, il fallait bien faire attention à l'énoncé. C'était pas donc... je reprends l'énoncé. C'était bien
le prof aimerait savoir si le risque d'avoir un cancer au poumon est supérieur lorsqu'on travaille à la nuit. Donc c'est bien supérieur, c'est-à-dire qu'on est dans une situation unilatérale. Hop, voilà, donc c'est ça juste après. Donc on est dans une situation latérale parce qu'on cherche à savoir si le risque d'avoir un cancer au poumon lorsqu'on travaille à la mine est supérieur à celui lorsqu'on n'y travaille pas. Donc c'est une situation unilatérale. Dans la question 2, est-ce qu'on doit rejeter donc, notre hypothèse nulle au risque alpha égale 5%. Donc là on calcule le test. Donc ça pareil c'est la formule du Q2 de corrigé de Yates qui a à connaître par cœur. Donc c'est nos effectifs observés moins nos effectifs théoriques qu'on a calculé tout à l'heure, moins 0,5, le tout au carré, sur nos effectifs théoriques, et on fait la somme de tout ça, de tous nos effectifs, de toute cette formule, effectifs observés moins effectifs théoriques. Donc on reprend ça donc, sur notre tableau, par rapport à notre tableau juste ici. Donc on fait nos calculs en rentrant ces valeurs. Donc là on a nos effectifs observés et ici ce sont les effectifs théoriques. Donc on rentre ça et on obtient un Q2 à 0,29. Ensuite pour le seuil, on calcule notre degré de liberté. Donc c'est le nombre de lignes moins 1 fois le nombre de colonnes moins 1. Donc ça pareil c'est à connaître par cœur. Donc ici on avait 2 lignes et 2 colonnes. Donc ça nous fait un degré de liberté de 1. Ensuite, on se porte sur la table du Q2 avec un degré de liberté de 1 et un alpha, donc là il faut faire attention. Donc on avait, vu qu'on est dans une situation unilatérale, notre alpha qu'on a appelé alpha prime, ça va être 2 alpha, donc alpha qui était notre pourcentage donné dans l'énoncé, donc c'était 10%, donc 2 fois 10%, ça nous fait 20%. Donc on est dans une situation unilatérale, pardon. Et donc dans la table du Q2, pour un DDL, degré de liberté de 1 et un alpha de 20%, on obtient un Q de seuil à 1,642. Et donc on peut maintenant conclure, vu qu'on a donc notre Q de seuil 1,642, c'est bien supérieur à notre Q de calculé qui était de 0,29. Donc on ne rejette pas notre hypothèse nulle H0 au risque, donc 2 alpha, 20%. Et donc attention, on n'accepte pas pour autant notre H0. Donc voilà, on n'accepte jamais notre H0. Voilà. Vous pouvez passer à l'exercice 6. Coucou! Alors, on va corriger l'exercice 6. C'était un exercice sur les nains, encore une fois. Du coup, c'était sur la reconnaissance du nom des nains. Alors, on avait un tableau qui est à la diapo juste après. La question qu'on se pose, c'est au risque 5%, y a-t-il une différence entre la reconnaissance des deux nains? Pour y répondre, on a les questions qui nous guident. Et on va aussi faire étape par étape avec les étapes habituelles pour les tests. Alors le tableau, c'était celui-là. On a le premier et le deuxième nain. Donc déjà, si vous reconnaissez de quel nain il s'agit, vous pouvez l'écrire dans le chat. Alors, dans le tableau, quand on a un plus, c'est que la personne a reconnu le nain. Et quand on a un moins, c'est que la personne ne l'a pas reconnu. Et ici, c'est le nombre de personnes qui ont répondu. Alors, dans ce genre de tableau, on garde seulement les lignes avec un plus et un moins. Ça s'appelle les paires discordantes. Et c'est ce genre de ligne qui apporte de l'information parce qu'en fait, elle montre une différence. Du coup, on avait 25 personnes qui avaient répondu à cette ligne et 21 à celle-là. Et on appelle ces valeurs F et G. Alors, question 1, déterminer le test et les hypothèses. Étape 1, c'est le choix du test. Ici, on avait deux proportions qui étaient observées parce qu'on était dans un échantillon, enfin dans deux échantillons. C'était appareillé parce que c'est la même personne qui reconnaît le premier et le deuxième nain. Ou alors qui ne reconnaît pas le premier et qui ne reconnaît pas le deuxième. Voilà. Au final, si on récapitule, on a deux proportions observées dans le cas de séries appareillées. Donc dans ce cas de figure, on utilise le Q2 de McNemar qui est un test non paramétrique. La condition d'application pour ce test, c'est que F plus G soit supérieur ou égal à 10. Ici, on a 25 plus 21, donc c'est égal à 46. Donc la condition d'application est vérifiée. Étape 2, les hypothèses. H0, c'est que la reconnaissance des deux nains est équivalente et H1, la reconnaissance des deux nains est différente.
On est dans le cas d'une situation bilatérale parce que dans la question, on cherche une différence. Question 2. Calculer la valeur du test et la valeur seuil. Donc là, on est à l'étape 3, c'est le calcul du test. La formule du kit de calque, c'est que f moins g au carré sur f plus g. On applique avec nos valeurs, 25 et 21, et on trouve 0,35 comme kit de calque. On passe à l'étape 4, c'est la recherche du seuil. Pour rechercher le seuil, on va dans la table du kit 2 et on a besoin de 2 données. On a besoin de alpha, qui est égal à 0,05, et du nombre de degrés de liberté, qui est égal au nombre de lignes moins 1 fois nombre de colonnes moins 1. C'est toujours la même formule dans les kit 2. Au final, ici, il est égal à 1. Pour aller plus vite, vous pouvez vous souvenir que dans les kit 2 de McNemar, ce sera toujours égal à 1, le degré de liberté. Au final, quand on croise ces deux données, on trouve le kit de seuil à 3,84. Dernière question, et c'est aussi l'étape 5, on passe à la conclusion. Au final, on doit comparer nos deux valeurs. Donc on a 0,35 qui est inférieur à 3,84. Donc on a le kit de calque qui est inférieur au kit de seuil. Si on le place sur le schéma, on a le kit de calque ici, encadré par le kit de seuil. On est dans la zone de non-rejet, donc on ne rejette pas H0 au risque 5% et on ne peut pas conclure sur la reconnaissance des deux nains. On ne peut pas mettre en évidence de différence. Et j'espère que vous aviez trouvé le nom des nains, c'était Joyeux pour le premier et Dormeur pour le deuxième. Du coup, j'espère que ça a été pour le kit 2 de McNemar et pour tous les tests d'avant en général. Maintenant, on passe à l'exercice 7 avec Margot. Donc là, rien à voir, c'est des équations différentielles. Bon courage! Coucou tout le monde. Bon alors j'espère que ça a été pour vous jusque là, que les tests ça va à peu près pour vous, que les doublons vous n'êtes pas trop perdus et que vous vous mélangez pas trop avec les tests que vous aviez vus l'année dernière et qui du coup maintenant changent un petit peu. Enfin change un petit peu, c'est sensiblement la même chose, les conditions d'application et tout varient un petit peu, mais j'espère que vous arrivez un petit peu à vous repérer dans tout ça et que pour les primants, vous arrivez à assimiler les tests et que ça fait pas trop d'un coup. Du coup, pour finir, on va faire donc le petit exercice 7. On va retourner sur des équations différentielles pour faire un petit peu du roux. Comme ça, voilà, vous oubliez un petit peu les tests, 5 minutes. J'espère que ça va. Petit point aussi, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas sur Community. Si vous avez des questions sur les exercices d'avant, on est toujours là en commentaire, donc n'hésitez surtout pas. Si ça va pas, que vous vous sentez pas bien ou que vous avez des questions de maths, n'oubliez pas les Discord le jeudi midi pour les permanences. Et voilà, sur le Discord, vraiment, vous pouvez venir nous taper la discussion, il n'y a aucun souci. Nous, on est là dans tous les cas, entre midi et 2. Donc si ça va pas, que vous avez des questions à nous poser sur tout et n'importe quoi, même si c'est pas des maths, allez-y. Bon allez, j'arrête de parler parce que je parle toujours beaucoup trop. Et on va corriger cet exercice. Alors, et donc la question 1, vous aviez donc une équation différentielle. Ici, vous analysez d'abord... Ah, j'ai oublié le truc le plus important. Oh non, j'ai fait des bêtises. Attendez, comment on fait pour mettre le pointeur laser? D'habitude, j'y arrive, il est où? Là, voilà, pardon. Yes. Bon, du coup, je galère toujours avec le pointeur laser, je suis désolée. Donc, ici, on vous donnait une information très très importante, on vous donnait la primitive de tangente de x. En général, en maths, quand on va vous donner des informations, c'est qu'il faut les utiliser, d'accord? Ça va pas être comme en biophy où on vous donne un tas d'informations et qu'il faut que vous sachiez faire le tri entre ce qui va être utile ou ce qui va ne va pas être utile. En général, en maths, la plupart des trucs qu'on vous donne, c'est utile, ok? Enfin, on n'est pas à l'abri d'une exception, mais en général, vraiment, c'est utile. Donc là, on vous donnait juste ça en plus. Donc si on vous donne juste un truc, c'est que forcément, vous aurez besoin de l'utiliser à un moment ou à un autre. D'accord? Ah non, arrêtez. Ah, j'affiche la réponse trop vite. Donc, première étape, toujours, quand vous êtes face à une équation différentielle, vous vous demandez si elle est d'ordre 1, d'ordre 2, avec second membre ou sans second membre. Ok?
Avec second membre, non, on va commencer par ordre 1. Donc si c'est d'ordre 1, vous aurez un y et un y'. Si c'est d'ordre 2, vous aurez un y prime et un y seconde. Ordre 2 avec un y seconde, ok? Et pour savoir s'il y a un second membre non, il suffit de regarder dans votre équation s'il y a un terme qui ne dépend pas de y. Ici, effectivement, on en a un, c'est ce cos là, le 4 fois cos au carré. Il n'y a pas de y après, il ne dépend pas de y. Du coup, même s'il avait été ici et qu'on avait eu égal à 0, ça aurait quand même été avec second membre, d'accord? Parce qu'il y a un terme qui ne dépend pas de y. C'est pas parce que vous avez égal à 0 que c'est sans second membre. Faites hyper attention à bien analyser tout, ok? Donc ici, équation différentielle du premier ordre avec second membre de la forme AY' plus BY est égal à second membre. Ok. Donc on va chercher Y1 puis U pour trouver YG. Pourquoi? Parce que YG dans une équation différentielle du premier ordre, c'est égal à Y1 fois U. Donc calcul de Y1. Pourquoi on calcule Y1? Parce qu'elle est dedans, non, je vous dis des bêtises. C'est que pour trouver Y1, on va calculer YSSM. D'accord? Parce que Y1, c'est YSSM avec la constante qui est égale à 1. Donc première méthode. Donc la première méthode, comment vous dire? Moi c'est la méthode que j'utilisais tout le temps. C'est la méthode où vous aurez juste à appliquer des formules. D'accord? Dans la deuxième méthode, il faut un petit peu plus manipuler. Après, ce qu'on vous conseille vraiment, c'est de savoir bien manipuler les deux parce qu'on ne sait jamais en QCM, on peut vous aiguiller plus sur une méthode ou une autre. Donc c'est hyper important de savoir faire les deux. Mais en soi, si vous avez votre méthode préférée et que ça marche très bien avec elle, normalement ça devrait passer. Mais un conseil, vraiment utiliser les deux, on ne sait jamais ce qu'on peut vous demander en QCM. Et vraiment, vous allez voir, enfin là, par exemple, il y a deux questions. Les deux questions, c'est toujours le même principe de raisonnement. Donc vous en faites 2 ou 3, et une fois que vous en aurez fait 2 ou 3, vous saurez parfaitement faire. Et si vous n'y arrivez pas, vous venez nous poser des questions. Bref, première méthode, vous appliquez la formule. Donc f de x est égal à moins b sur 1. Hyper gaffe ici, là on vous a fait un petit piège. Donc comme je vous ai dit, le second membre n'est pas forcément de ce côté-là, il peut être également de ce côté-là. Mais on peut également inverser les A et les B. C'est-à-dire que là on a commencé par Y, alors que dans la formule normale on commence par Y'. D'accord? Donc là mon A, ça va être associé à mon Y', ça va être 1. Du coup, parce que si j'ai rien devant, c'est forcément 1. 1 fois Y', ça fait Y'. Du coup, dans mon A, je vais avoir 1. Et pour le B, je vais avoir donc ici, le B il est associé à mon Y, donc là, qu'est-ce qui est associé à mon Y? C'est le tangent de X. Donc pour f de X, on va avoir moins tangent de X divisé par 1, donc moins tangent de X. On primitive tout ça, puisqu'on cherche, ce qu'on cherche c'est grand f de X, donc la primitive de f de X, pour pouvoir l'appliquer dans la formule. Ok? Donc la primitive de moins tangente de X, c'est ln de cos X plus constante, puisque là, on vous donnait plus, la primitive de plus tangente de X, c'était moins ln de cos x. Donc la primitive de moins tangente, ben, c'est plus n, ok? Et toujours, on n'oublie pas le plus constante. Donc là, on avait f' de x, donc la primitive est égale à ln, on va aller appliquer ça. Sachant que, donc là, on applique encore la formule. YSSM est égal à grand K fois exponentielle de grand f de x. On obtient donc YSSM est égal à grand K fois ln de cos x. Le constante n'a pas disparu parce que vous allez voir, on va en faire plein juste après. Vous avez la propriété des exponentielles. Exponentielle de a plus b est égale à exponentielle de a fois exponentielle de b. Donc là, je vais avoir exponentielle de ln de cos x, donc le a plus constante qui va correspondre à notre b. Ça va me donner exponentielle de ln de cos x, donc exponentielle de a, fois exponentielle de b, donc exponentielle de constante, qu'on va appeler grand K, puisque l'exponentielle d'une constante, ça nous donne une autre constante, d'accord? Donc voilà, et on simplifie tout ça, puisque exponentielle et ln sont des fonctions réciproques, et du coup, on trouvait YSSM est égal à K fois cos de x. Sachant que Y1 est égal à YSSM pour constante égale 1, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc Y1, dans notre cas, va être égal à cos x. Deuxième méthode. Donc deuxième méthode, il faut que vous partiez de cette formule, d'accord? Cette formule, il faut que vous la connaissiez simplement, d'accord? La dérivée de y, c'est y' fois dx. Enfin, dy. Bref, et on isole le y' parce que c'est ce qu'on cherche à remplacer dans notre équation différentielle. Et notre y', donc du coup, on fait passer le dx de l'autre côté, pardon, et du coup, on obtenait dy sur dx. On remplace tout ça donc dans notre équation, comme je vous ai dit. On a donc, tout à l'heure, on avait a qui était égal à 1, donc a fois y', donc 1 fois dy sur dx, plus tangente x,
y est égal à 0. Notre second membre n'a pas disparu, c'est simplement qu'on calcule YSSM, donc le Y sans second membre. Donc ici, on pose que notre second membre est égal à 0, ok? Du coup, ben là, on cherche à isoler dy sur y, donc on passe le tangente ici de l'autre côté. Là, c'est que de la manipulation de formule ici. Donc le dx, on le divise, il passe ici. Le y, on multiplie, il passe de l'autre côté. Et maintenant, on primitive. Attendez, je vous ai dit des bêtises. C'était le y qui passe ici et le dx qui passe ici. Bref, vous avez compris quoi. Donc on avait ça, dy sur y. Et on cherche du coup à primitiver, puisque notre objectif c'est d'isoler y, d'accord? Puisqu'on cherche le YSSM, donc c'est y qu'on veut isoler. La primitive de dy sur y, c'est ln de y. Vous savez, c'est comme quand vous faites u' sur u. La dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc la primitive de u' sur u, c'est ln de u. Ben là, c'est pareil. Truc qu'il faut absolument que vous reteniez, si vous appliquez un truc à un côté de l'équation, vous appliquez forcément la même chose de l'autre côté de l'équation. Donc là, si je primitive ce côté, je dois forcément primitiver de celui-là. Ah, pardon. Donc là, on a ln de y qui est égal à ln de cos x plus constante, puisque c'est la primitive qu'on vous donnait dans l'énoncé, d'accord? Ici, donc, je vous ai dit qu'on cherchait à isoler le y, donc pour isoler le y, on applique la fonction réciproque du ln, qui est l'exponentielle. Donc, on applique la fonction exponentielle. On n'oublie surtout pas de l'appliquer des deux côtés de l'équation, et on trouvait donc y est égal à exponentielle de ln de cos x plus constante. Attendez, je crois que c'est écrit. Voilà, donc c'est exactement ce que je vous ai dit juste avant. Exponentielle de a plus b donne exponentielle de a fois exponentielle de b. Du coup, là, je peux séparer tout ça. Ça me donne exponentielle de ln de cos x fois exponentielle de constante. Exponentielle de constante, je l'écris grand K, puisque c'est une nouvelle constante. Ce qui va me donner un YSSM final. Regardez, là, j'ai ln et cos qui s'annulent. Ln et exponentielle qui s'annulent, il me restera que cos. Donc ça va me donner grand K, puisque l'exponentielle de constante, on la traduit par grand K fois cos de x. Et Y1, c'est YSSM avec la constante qui est égale à 1, donc cos x. Maintenant, on passe au calcul de U. Pour calculer U, on connaît un seul truc, c'est le calcul de U'. Donc on commence par U' et ensuite on primitive. Donc U', ben, c'est encore une formule à connaître, c'est le second membre divisé par A fois Y1. Donc ben là, on applique ce que vous aviez trouvé dans votre équation. Donc vraiment, la première étape, c'est de savoir dans quel type d'équation vous êtes, bien analyser quel est le y', quel est le y, quel est le a, quel est le b, et s'il y a un second membre et où il est, d'accord? Donc là, on avait U', donc on a réécrivé notre second membre. Là, on a notre a qui est égal à 1 et le y1 qui est le cos x. On simplifie par cos, parce que vous voyez qu'il est au carré au numérateur et il est simplement là au dénominateur. Du coup, ça nous donnait 4 fois cos x. D'accord? Puisqu'il en restera 1 en haut. On primitive tout ça parce que je vous ai dit que ce qu'on cherche, c'est le u. Donc, la primitive de cos, c'est sinus plus constante. Vous pouvez aussi faire le cercle trigonométrique, là. Bon, j'espère que vous vous en rappelez. Avec le cos qui est là. Quand on primitive, on va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ok. Et du coup, ici, on avait cos. Donc, en haut, on a sin. Voilà. Donc, ici, point hyper important aussi qu'il ne faut surtout pas que vous oubliez, quand vous primitivez ou que vous dérivez, vous n'oubliez jamais la constante, d'accord? Donc là, la constante c'était 4, elle reste très présente ici quand on primitive. J'aurai toujours 4 fois la primitive de mon cos, donc fois sinus plus constante. On pouvait mettre des parenthèses parce que c'est 4 et multiplié avec tout, mais du coup ça nous fait quand même une constante à la fin, puisque 4 fois constante c'est une nouvelle constante, ok? Donc le grand C peut rester. Maintenant, on calcule YG, donc YG c'est Y1 fois U, hop, et donc là, on remplace simplement par les valeurs qu'on avait trouvées juste avant. Donc YG est égal à cos X fois 4 sinus X plus constante. Voilà. Ah, je reviens en arrière, si vous voulez mettre sur pause, que vous n'avez pas le temps de voir. Voilà, hop. Oh, pardon. Du coup, l'exercice, enfin non, l'exercice 2, on est toujours à l'exercice 7, mais la question 2, c'était un petit bonus, donc j'espère que vous êtes toujours là et toujours motivés pour le faire. Donc là, on partait sur des exponentielles. Donc maintenant, vous allez maîtriser parfaitement ce que je vous ai expliqué juste avant, avec l'exponentielle de a plus b qui donne exponentielle de a fois exponentielle de b. J'espère que ça, vous allez au moins le retenir ça. Hein. Et bon voilà, vraiment il fallait juste appliquer tout bêtement tout ce qu'on vient de voir juste avant, mais avec nos nouvelles données, vous allez voir, en manipulant bien les exponentielles.
C'est une équation... Ah, j'ai oublié, je fais des bêtises. Je vous affiche la réponse avant. Donc, première question, on se pose toujours la question si c'est premier ordre, second ordre, avec second ordre ou pas. Ici, j'ai pas de y seconde, mais j'ai un y et un y prime. Du coup, premier ordre. Je regarde si j'ai un second membre, j'ai un terme qui ne dépend pas de y, donc j'ai un second membre. Ok? Équation différentielle du premier ordre avec second membre. Ici, c'était relativement... non, pas simple, c'était pas du tout simple, mais c'était plus facile comment dire, à repérer qui était A, B, puisque c'était dans l'ordre. D'accord? On n'avait pas de piège sur ça. Donc le A était associé au Y', et c'était dans le bon ordre de la formule que vous connaissez du cours. Et le second membre était du bon côté. D'accord? Donc comme tout à l'heure, on cherche Y1 et U. Calcul de Y1, première méthode, toujours pareil, on applique f de x est égal à moins b sur a, donc là il n'y avait pas de piège dans la position des termes. Donc on appliquait le b 4x au cube divisé par le moins 3. On simplifiait, donc les deux moins s'annulaient, on trouvait 4 tiers de x au cube. On primitive tout ça, donc on sait que la primitive de x puissance n, puisque là on est x puissance n, ça va être x puissance n plus 1 divisé par n plus 1 plus constante. Vous oubliez jamais la constante, c'est clair? Et donc du coup on avait grand f de x qui était égal donc aussi hyper important, comme ce que je vous ai dit avant, quand vous primitivez, vous dérivez, vous n'oubliez jamais la constante qui est juste avant. Donc là le 4 tiers il est toujours là, fois x puissance n plus 1, donc x puissance 3 plus 1 est 4, divisé par n plus 1, donc divisé par 4. Plus constante, puisqu'on ne l'oublie pas. On simplifie ici par 4, ça nous donnait 1 tiers de x puissance 4 plus constante. Sachant que YSSM est égal à grand K fois exponentielle de grand F de x, on obtient YSSM est égal à grand K fois exponentielle de 1 tiers de x puissance 4. Okay, on appliquait juste ça, et ma constante, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, n'a pas disparu, puisqu'elle est comprise dans mon grand K avec la formule des exponentielles. Sachant que Y1 est égal à SSM pour K égale 1, Y1, ça va être YSSM sans le K. Enfin, 1 fois, vous avez compris. Deuxième méthode. Donc, comme tout à l'heure, je vous ai dit, ça, il faut que vous le reteniez. Vous isolez le Y', mais sinon, vous apprenez directement ça, en fait. Au lieu de vous embêter à apprendre ça et à manipuler cette formule, vous vous embêtez pas et vous apprenez directement ça, ok? Donc, Y' est égal à dy sur dx. On remplace donc notre Y' par dy sur dx dans notre équation, ce qui nous donnait donc ça. On rappelle qu'on cherche YSSM, donc Y sans second membre, du coup on supprime notre second membre et on le remplace par 0, comme si on n'avait pas de second membre. Ici donc on cherche comme tout à l'heure à isoler des Y sur Y, donc on va passer le Y de l'autre côté. Donc on n'oublie pas le moins, vous savez, enfin ça c'est des pièges, enfin pas des pièges mais c'est des erreurs d'inattention. Franchement j'étais la première à les faire et ça m'énervait tellement quand je ratais un QCM à cause de ça. Faites hyper gaffe quand vous manipulez vos équations à pas perdre un moins, un plus, faites ultra attention à ça. Donc ici on passait le Y de ce côté pour avoir des Y sur Y. Le dx on le multipliait ici et le moins 3 on divisait. D'accord? Donc ce qui donnait moins, donc le moins, 4x au cube divisé par moins 3, donc qui était là, fois dx, qui est passé par là. D'accord? On simplifiait, on simplifiait pas grand chose, juste on avait nos moins qui s'annulaient, ça nous donnait un plus, et du coup on avait dy sur y est égal à 4 tiers de x au cube dx. Exactement comme dans la première question, on primitive, donc la primitive de dy sur y, c'est ln de y. Quand on primitive d'un côté de l'équation, on primitive forcément de l'autre côté de l'équation. Donc la primitive de ça, x puissance n, ça nous donne la constante. Ça vraiment, j'espère que vous allez retenir, il y a trop de trucs à retenir vraiment de cet exercice. C'est que la constante, elle restera toujours ici, d'accord? Qu'est-ce qu'il ne faut pas que vous oubliez? Quand vous appliquez un truc d'un côté de l'équation, vous l'appliquez forcément de l'autre côté. Et aussi, vous me retenez la formule des exponentielles, d'accord? Parce qu'on l'utilise beaucoup. Et éventuellement, si vous pouviez retenir aussi toutes les formules pour pouvoir réussir l'exercice, ça serait top. Bon, bref. Là, on avait donc notre constante, x puissance n plus 1, donc x puissance 4, divisé par n plus 1, donc divisé par 4, plus constante. Ah oui, le quatrième point, ne pas oublier, vous n'oubliez jamais la constante quand vous primitivez. Bon, en fait, vous avez beaucoup de choses à retenir dans cet exercice.
Donc là, on pouvait simplifier par 4, ce qui nous donnait donc ln de y est égal à ça. On cherche, comme tout à l'heure, à isoler y. Donc on isole y en appliquant l'exponentielle. Si on applique l'exponentielle d'un côté de l'équation, on l'applique de l'autre côté de l'équation. Ça nous donnait donc exponentielle de tout ça. Exponentielle de a plus b est égal à exponentielle de a fois exponentielle de b. Donc, hop, exactement comme tout à l'heure. On pose exponentielle de c est égal à grand K, ce qui va nous donner YSSM est égal à grand K fois exponentielle de 1 tiers de x4. Donc y1 est égal à exponentielle de 1 tiers de x puissance 4. Calcul de u. Donc maintenant, comme tout à l'heure, on connaît que le u', le calcul du u'. Pour pouvoir trouver u, on primitivera. Donc là, paniquez pas, il y a beaucoup de choses écrites, mais vous allez voir, on va tout détailler. Du coup, pour le u', vous appliquez donc votre second membre en haut, votre a fois votre y1. Donc là, vous aviez juste à recopier ce qui était écrit dans l'équation. Maintenant, il va falloir qu'on simplifie. Vous êtes d'accord, c'est trop moche ça, on ne peut pas le laisser comme ça. Pour commencer, avoir un exponentiel au dénominateur, c'est pas très utile. On essaye de le remettre au numérateur pour pouvoir simplifier nos deux trucs. Pour le remettre au numérateur, vous pouvez utiliser, voilà, hop, cette petite formule. 1 sur exponentielle de x, c'est égal à exponentielle de moins x. Donc là, moins 1 tiers, donc ça c'est ma constante qui reste devant. Là, je réécris ce qui est au numérateur, ici, fois, et à exponentielle de moins x, donc exponentielle de moins 1 tiers de x puissance 4. Ok ? Donc là maintenant je simplifie tout ça. Comment on fait pour simplifier tout ça ? C'est toujours la même formule que vous allez finir par savoir par cœur. Exponentielle de a fois exponentielle de b est égal à exponentielle de a plus b. Donc là j'additionne mes deux parties, mon a et mon b. Faites attention parce que là on avait un moins. C'est encore une erreur bête qui m'arrivait tout le temps de faire, donc faites hyper attention. Donc là c'était bien a moins b qu'il fallait faire puisque vous aviez un moins devant le b. Ici, donc, votre constante reste toujours la même. Quand vous faites 4 tiers moins 1 tiers, vous obtenez 3 tiers. Et 3 tiers, c'est 1. Voilà, j'ai pas de meilleure explication. C'est 1. Du coup, 1 fois x puissance 4, c'est pour ça que vos tiers avaient disparu. Ok ? En fait, ils n'ont pas disparu, c'est qu'il s'est transformé en 1. Donc, vous obtenez un u' est égal à ça. Maintenant, il faut primitiver. Pour primitiver, on regarde la forme de notre u'. On est de la forme exponentielle de u. Donc exponentielle de u, la primitive, ça va être exponentielle de u sur u' plus toujours la constante. Donc u, pour trouver ça, toujours, je vous l'ai dit encore, je le répète, on garde la constante en n'oubliant encore pas le moins. Faites attention à tous ces petits détails, c'est hyper important. Fois exponentielle de u, donc ça bouge pas, divisé par u'. Donc u' c'est 4 exponentielle. Oula, je me perds. U', ça va être la dérivée de x puissance 4. Donc la dérivée de x puissance 4, c'est 4, donc n, x puissance n-1, oui c'est ça. Du coup ça va vous faire 4 fois x puissance 4 moins 1, donc 4, x puissance 3, d'accord ? Plus constante parce qu'on n'oublie jamais la constante. Ici, on n'a pas grand chose simplifié, on a juste fait 3 fois 4 est égal à 12. Voilà, bon, ça c'est du coup le résultat final. Vous pouviez directement l'écrire ici. Maintenant, donc pour finir, on calcule YG. Pour calculer YG, on fait comme tout à l'heure Y1 fois U. Donc là, on a notre Y1, on a recopié notre U. Toujours la même chose, n'oubliez surtout pas les moins là. Et pour simplifier un petit peu tout ça, on a développé pour ensuite réduire un petit peu tout ça. Donc on fait ça fois ça, plus ça fois ça. Donc on avait, donc ça fois ça, enfin vous faites dans l'ordre que vous voulez. Donc là, toujours le moins qu'on n'oublie pas. Hop, ça fois ça, plus constante fois exponentielle de 1 tiers de x puissance 4. Ça, on peut le simplifier avec la formule que vous connaissez par cœur à force de la voir et de l'entendre, qui est exponentielle de a fois exponentielle de b est égal à exponentielle de a plus b. Donc là, on cherche à mettre tout sur le même dénominateur parce que vous savez que quand vous avez deux fractions, quand vous avez deux fractions à additionner ou à soustraire, il faut toujours avoir le même dénominateur. Donc là, le même dénominateur, ici on a 1 fois 4x, 1 fois x puissance 4, pardon, et 1, je peux l'écrire donc au même dénominateur que 1 tiers, c'est-à-dire 3 tiers, 3 sur 3. Donc là, je vais avoir 3 tiers plus 1 tiers. Donc 3 tiers plus 1 tiers, ça fait 4 tiers de x puissance 4. Puisqu'on n'oublie toujours pas que ça, c'est
notre facteur. Plus BSA de ma constante, par contre ça ne bouge pas. Donc vous obteniez au final cette partie-là. Voilà. Voilà, c'est fini. Ah pardon, je vous remets un petit en arrière si vous voulez mettre sur pause pour tout réécrire. Bon, voilà, mettez sur pause. Et du coup c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça a été pour vous. Toute l'équipe de maths TD vous fait des gros bisous. On espère que ça va. Et encore une fois, si ça va pas, que c'est trop compliqué pour vous niveau cours, que vous avez besoin de parler, on est là. On sait tous que le confinement c'est très dur. Dans toutes les équipes, on a des P2 qui ont vécu le confinement l'année dernière, donc ils savent comment c'est. Donc vraiment, n'hésitez pas du tout à vous rapprocher de vos parrains, à vous rapprocher de nous, à venir nous parler sur Discord, demander aux P2 comment ils ont géré le confinement. Et voilà, si vous avez la moindre question en maths, ou encore une fois, si ça ne va pas, que vous avez besoin de parler, on est là. Et c'est tout ce que j'avais à dire à peu près. Point hyper important, c'est mon petit PS là. J'espère que vous avez tous vu que sur Insta, là, depuis quelques temps, le Polcom vous publie les Fast and Tutus. Donc allez liker ceux des anciennes équipes, ceux des équipes qui sont déjà passées, pardon. Et surtout demain, rendez-vous sur Insta parce que c'est la nôtre qui est publiée, donc l'équipe TD Maths. Donc on espère que vous allez nous mettre plein de petits cœurs. Voilà, on vous fait à tous des gros bisous, bon courage à tous, vous êtes les meilleurs.